Solène de Royer, bonsoir, vous êtes journaliste au Monde. Alors on va continuer de parler politique avec vous puisque vous publiez Le deuil du pouvoir aux éditions Perrin avec ce sous-titre « Les 100 derniers jours à l'Élysée ». Que fait-il en ce moment François Hollande à l'Élysée? Parce qu'on ne le voit plus, on ne l'entend plus, il a disparu? Pas du tout. Figurez-vous qu'il se promène beaucoup en France, partout. J'étais avec lui à Belfort, par exemple, hier matin, sauf qu'il n'y a plus aucun journaliste derrière lui. Il n'intéresse absolument plus personne. Pour vous donner un exemple, nous étions deux, une chaîne de télévision et donc un quotidien national, poursuivre son déplacement à Belfort, venant de Paris, évidemment. Et il en souffre, parce que donc, vous dites... donc il n'intéresse plus personne. Ce cirque médiatique, ça cultive l'ego de nos dirigeants. Il en souffre de voir que plus personne s'intéresse à lui? Bah oui, je crois que c'est pas très simple à gérer pour lui, oui, ça c'est sûr. Oui, parce que vous dites dans votre livre, toutes ces histoires, tous les pouvoirs finissent mal en France. C'est une constante. Pour Hollande, il faut rappeler le caractère totalement inédit de sa situation. C'est la première fois, comme vous le savez, qu'un président, après un premier mandat, ne se représente pas. Voilà, donc il vit la même situation, au fond, que Mitterrand avant lui et Jacques Chirac avant lui, sauf qu'il a 20 ans de moins, il est en pleine possession de ses moyens, il est jeune, il est encore en pleine santé, alors que ses deux prédécesseurs, qui arrêtés à l'issue d'un mandat sans se représenter, étaient malades, fatigués, usés par le pouvoir. C'est moins le cas de François Hollande, même s'il est très impopulaire, mais en tout cas, il a 20 ans de moins, il est beaucoup plus jeune. Donc c'est un peu la double peine pour lui. Il doit faire ce deuil du pouvoir, mais en étant, d'une certaine manière, voilà, dans une situation très différente de ses deux prédécesseurs. On voit que François Hollande n'a pas tellement envie de soutenir Benoît Hamon, ni Emmanuel Macron. En fait, il n'est pas du tout dans la position d'un mentor. Et quand on lit les 100 derniers jours de ses prédécesseurs, c'est un grand classique. Jacques Chirac, dites-vous, avait même du mal à prononcer le nom de Sarkozy. Il était exaspéré par Sarkozy à la fin de son mandat, Jacques Chirac. Oui, Chirac, il a dû évidemment dire, il a enregistré une petite allocution télévisée dans le salon Napoléon III du Palais, mais de l'Élysée. Mais il a eu, en effet, il a dû s'y reprendre à 3 fois. Il a buté sur les mots, les mots. Le lapsus révélateur, la difficulté. Absolument. Et il n'a pas réussi à dire, d'une seule traite, qu'il soutenait, qu'il allait voter pour Nicolas Sarkozy, évidemment, qui était pour lui le Brutus, que pour François Hollande, c'est évidemment Emmanuel Macron qui occupe cette position. Alors, vous racontez les fins de mandat qui se terminent souvent dans la maladie. On pense à François Mitterrand. On se demandait même, François Mitterrand, s'il pourrait terminer. Vous racontez qu'il y a un dîner d'État, chef d'État à l'Élysée, il se met à vomir dans son assiette à la fin. On se demandait s'il pourrait terminer son mandat. Oui, alors c'était son obsession à lui aussi. Il était traumatisé par la mort de Pompidou, fauché pendant son mandat. Donc il ne voulait absolument pas finir comme Pompidou. C'était vraiment son obsession. Et de fait, son obsession, c'était de tenir jusqu'au bout. Et la maladie avait envahi le palais. Sa chambre était devenue le point cardinal de l'Élysée. Il recevait couché. Il a reçu un chef d'État roumain. Couché dans son lit. D'ailleurs, Michel Charras, son conseiller, l'avait rassuré en disant « Écoutez, ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président, je lui dirai qu'on vient de vous faire une piqûre il y a 1 heure et que vous devez garder le lit. » Donc voilà, et il a en effet, lors d'un dîner d'État, dans les dernières semaines avant son départ, il a vomi dans son assiette, discrètement. Enfin voilà, mais ses voisins de table l'ont vu. Il y avait un côté évidemment crépusculaire, assez pathétique, mais non sans une certaine grandeur, en tout cas un côté stoïcien. Parce que Pompidou, lui, il n'est pas allé au bout de son mandat. Il avait caché sa maladie. Vous parlez de mensonges d'État. Oui, Pompidou, ça a été l'omerta, le secret, le mensonge. Ça se voyait, il était bouffi. Il était bouffi. Les Français ne savaient absolument pas ce qu'il avait. La presse non plus. On se souvient d'un titre de l'Observateur à l'époque, Nouvel Observateur, le pouvoir grippé. Voilà, donc il fallait camoufler à la presse l'emploi du temps allégé, les absences. Donc évidemment, et même au sein même du palais, ses propres conseillers n'osaient pas lui poser la question. Ça ne se faisait pas, disait-il. On ne posait pas la question au président. Mais voilà. François Mitterrand, on l'a su très tard qu'il était malade, alors que lui, il le savait. Là aussi, il y a eu un secret d'État sur cette maladie. Oui, anecdote assez, puisqu'on parlait de Georges Pompidou, anecdote assez incroyable que vous révélez dans ce livre. Où Georges Pompidou cachait-il
le code secret de la frappe nucléaire française. Alors ça, c'est totalement fascinant et c'est vraiment une autre époque. Il cachait le code, en tout cas une partie du code, autour de son cou. Il avait une médaille en or et le soir de sa mort, Alain Pompidou, son fils, a retiré cette médaille en or avec donc le code nucléaire gravé. Bon, c'est d'une autre époque cette histoire. Elle est fascinante. François Mitterrand n'avait qu'une obsession à la fin de son mandat, c'était de partir comme un grand homme. Il se comparait, moi ça m'a frappé, à Toutankhamon. Il a dit tout le monde se souvient de Toutankhamon, mais se souviendra-t-on de moi ? Enfin, il avait un orgueil, même il disait je suis le dernier grand président, etc. Il ne pensait qu'à ça, l'histoire, ça marque. Il était obsédé par l'histoire, par la trace qu'il laisserait dans l'histoire. Donc il a passé ces 3 derniers mois, enfin ces dernières semaines, à sculpter sa statue et à préparer cette sortie. Et il a été virtuose de sa propre sortie d'une certaine manière, un artiste de sa propre fin. Il disait que l'histoire jugeait les hommes à la fin. Il disait un homme ne vaut que finalement que par ce moment de fin. De la fin. Absolument. Il disait que je voulais terminer comme De Gaulle, qui a quitté le pouvoir avec panache. Je ne veux surtout pas finir comme ce pauvre Giscard. Giscard qui est... Alors, vous racontez cette anecdote, Giscard qui voulait soigner le détail de sa sortie et qui voulait faire l'homme normal, il a quitté l'Élysée à pied. Est-ce que ça s'est pas révélé une fausse bonne idée, ça? Oui, alors c'était toujours les Giscard qui voulaient jouer la simplicité, la proximité avec les Français. Ça a été la marque de son mandat. Et ça a été une très mauvaise idée de sortir à pied, puisqu'il s'est fait siffler par un petit groupe de militants socialistes. Et donc il est parti dans le déshonneur et dans le ridicule, parce que je vous rappelle qu'avant de sortir de l'Élysée à pied, il y a eu cet au revoir grandiloquent. Alors attendez, Solène de Royer, on vous a retrouvé l'extrait. Précisément, on va le revoir. Donc, nous sommes le 19 mai 1981. Valéry Giscard d'Estaing est battu 9 jours plus tôt par François Mitterrand et il fait un discours d'adieu aux Français. Et à la fin de ce discours d'adieu, il y a cette fameuse scène où on va voir Valéry Giscard d'Estaing quitter sa chaise et tout ça sera diffusé à la télévision. On regarde cet extrait. Au revoir. Ah oui, elle est ratée, cette sortie. Et ce qui est terrible pour Giscard d'Estaing, c'est qu'elle continue d'être moquée par les humoristes. Et elle est d'autant plus ratée qu'il y avait pensé des années avant, en se rasant, figurez-vous. Là encore, il était précurseur d'une certaine manière. Vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy, je pense, en se rasant. Ici, il l'a confié à Guillaume Tabar, qui est l'auteur de ce chapitre. Et en se rasant le matin, il se disait comment concevoir ma fin, les derniers jours à l'Élysée. Donc il avait beaucoup travaillé. En tout cas, beaucoup réfléchi à son discours d'adieu aux Français. On a complètement oublié. On a évidemment totalement oublié, ne reste que cette scène ridicule. Et il a donc aussi voulu mettre en scène physiquement son départ en faisant ces quelques pas entre son bureau et la porte. Cette phrase de Napoléon, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Là, en l'occurrence, il y a 3 mètres qui vont paraître interminables entre la chaise et le moment où Valéry Giscard d'Estaing trouve la porte pour sortir. Interminable. Voilà. D'ailleurs, François Mitterrand, donc, était obsédé François Mitterrand, obsédé par sa propre sortie, ne voulait surtout pas finir comme Giscard. Et il disait, mais ce pauvre Giscard, cette sortie était absolument ridicule. Que deviennent-ils? Alors, pour ceux qui ne meurent pas, parce que malheureusement, François Mitterrand est mort ensuite, mais on pense à... Est-ce qu'il y a un ennui post-présidentiel terrible? C'est très difficile, bien sûr, parce que le pouvoir, et ils le disent un peu tous, d'une manière ou d'une autre, est comme une drogue dure. Je me souviens de Nicolas Sarkozy qui avait invité la presse à un off, comme on dit dans notre jargon. Après sa défaite de 2012 en Guyane, début de la campagne. Il savait qu'il allait perdre contre François Hollande. En tout cas, il s'en doutait. Il nous a parlé longuement de l'après-pouvoir, donc de sa vie telle qu'il la concevait pour l'après-défaite. Donc il disait, ça va être formidable, je vais avoir des journées très courtes, je verrai ma famille, j'irai au cinéma, etc. Mais il ne nous avait pas caché que ce serait difficile. Et il avait d'ailleurs fait ce geste très impressionnant de la seringue qu'on retire. Drogué. Et sans mots, il avait finalement signifié que le pouvoir était une drogue dure. Les 100 derniers jours à l'Élysée, le deuil du pouvoir. Merci beaucoup, Solène de Royer. Donc, c'était aux éditions Perrin. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Quelle forme va prendre l'alliance entre Emmanuel Macron et François Bayrou? Ensemble, peuvent-ils réussir à
à dépasser le traditionnel clivage droite-gauche et à réaliser une sorte de gouvernement d'union nationale que souhaitent beaucoup de Français. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Bayrou et Macron contre les partis.